Merci, Monsieur le Président. Merci également aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, de m'avoir proposé d'intervenir sur les risques civils de la fiducie. À vrai dire, je me suis interrogé sur le choix du sujet. Est-ce que c'est par un souci d'équilibre, après qu'il y ait autant d'intervenants qui ont montré les utilités pratiques de la fiducie? Est-ce que c'est en raison d'un vieux fond de méfiance à l'égard d'une institution qui nous vient directement du trust, de nos rivaux séculaires? Ou alors est-ce que tout simplement c'était un réflexe très sain qui a justifié le choix de cette réflexion sur les risques, fiducia venant de confiance, il y a tout lieu d'être suspicieux à l'égard de quelqu'un qui nous appelle à la confiance, et il s'agit de voir si cette institution n'est pas éventuellement déceptive sous cet angle-là. Alors il est vrai que la fiducie a longtemps eu mauvaise réputation. Elle a eu longtemps mauvaise réputation et les critiques sont bien connues. La fiducie peut enrichir indûment le fiduciaire, cela a été évoqué. Elle gâche le crédit, ça a été dit aussi. Elle peut attenter à la réserve héréditaire. Elle pouvait à l'époque servir à tourner la prohibition de l'usure. Et d'une manière générale, la fiducie dont elle souffre. Ces critiques, en réalité, sont nullement décisives. Elles ont toutes été assez facilement balayées par la doctrine, et surtout la doctrine a montré que la fiducie existait déjà de manière extrêmement vivace sous des formes innommées. Aussi, le législateur a compris que finalement, la bataille pour l'attractivité du droit, cette bataille qui, on le sait, est arbitrée par la Banque mondiale, cette bataille doit aussi se livrer sur le terrain de la fiducie. Et donc le législateur s'y est mis. Il s'y est mis d'une main tremblante. Hein, quand on regarde le rapport de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ce rapport mentionne 20 fois le terme de fraude, 30 fois le terme de risque. Et on a l'impression que le législateur a manié de la dynamite lorsqu'il a introduit la fiducie. On a l'impression que c'est plus un projet de loi, c'est le salaire de la peur en quelque sorte. Alors, après 12 ans, qu'en est-il vraiment? La fiducie a-t-elle confirmé ses craintes? Eh bien, force est de constater que du haut de ces 12 ans, la fiducie est tout sauf une adolescente à problème. Et au contraire, elle se tient assez sagement à l'égard des prétoires, à l'écart des prétoires, et la jurisprudence est infime, elle est presque dérisoire. Et quand bien même on sait que l'arbitrage peut capter quelques conflits, cette absence, en tous les cas, déjà est une première réponse. Si la fiducie était grosse de danger, elle aurait déjà attiré un contentieux plus substantiel. Alors cette pénurie de jurisprudence, à mon sens, a deux raisons. D'abord, le législateur a verrouillé la fiducie. Il l'a tellement verrouillée que la fiducie, dans sa version de 2007, c'était Gulliver entravé. Et d'ailleurs, la persistance de l'interdiction de la fiducie libéralité témoigne de cette méfiance. Et encore maintenant, donc, c'est une séquelle de cette méfiance initiale. Ensuite, la fiducie demeure un contrat élitiste. C'est un contrat qui relève de la haute couture plutôt que du prêt-à-porter. Et comme elle est réalisée par des professionnels qui interviennent sur mesure, eh bien cela tarit bien sûr la source contentieuse. Alors est-ce à dire que la fiducie ne comporte aucun risque? Non plus, bien évidemment, il ne faudrait pas en avoir une vision angélique, puisque toute technique peut toujours être dévoyée. Plutôt que d'esquisser un catalogue des risques qui serait forcément incomplet, mieux vaut, à mon sens, resserrer l'analyse sur le risque de fraude par fiducie. Et j'évoquerai dans un premier temps le risque de fraude aux droits des créanciers et dans un second temps le risque de fraude à la loi. Le risque de fraude aux droits des créanciers est assurément le risque le plus important. Des biens quittent le patrimoine du constituant et viennent ainsi amoindrir, bien sûr, le droit de gage de ses créanciers. Et cette évacuation des actifs du débiteur correspond exactement au schéma de la fraude polienne. La loi a anticipé ce risque de fraude, c'est certain, mais il ne l'a pas complètement éliminé. Le risque de fraude au droit des créanciers du constituant a été anticipé, c'est certain. Et d'ailleurs, l'article 2025 du Code civil renvoie implicitement à la fraude polienne, à l'action polienne,
de telle manière que les créanciers antérieurs à la constitution de la fiducie peuvent obtenir que celle-ci leur soit déclarée inopposable, de sorte que les créanciers agissants pourront saisir directement les biens transférés aux fiduciaires comme s'ils étaient restés dans le patrimoine du constituant. La loi permet également la saisie d'un bien entré dans le patrimoine fiduciaire s'il était grevé d'une sûreté publiée assortie d'un droit de suite, ce qui concerne l'hypothèque, le nantissement ou encore le gage sans dépossession. Le droit des procédures collectives vient compléter cet arsenal, arsenal antifraude, avec bien sûr au premier chef les nullités de la période suspecte. Le Code de commerce fulmine une nullité de plein droit pour tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire après la cessation des paiements, sauf, c'est une exception sur laquelle on reviendra, sauf fiducie sûreté d'une dette concomitamment souscrite. La même logique justifie une autre solution tout aussi radicale, à savoir que la fiducie gestion est résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire du constituant, lorsque celui-ci a seule qualité de bénéficiaire. Dans ce cas de figure, la probabilité qu'il s'agisse d'une fiducie fraude-polienne est tellement élevée que la loi a préféré prévoir ce retour automatique des biens dans le patrimoine du constituant. Donc on le voit, le législateur a anticipé ce risque de fraude aux droits des créanciers, mais ce risque, pour être anticipé, n'est pas pleinement éliminé. En effet, le risque d'utilisation frauduleuse de la fiducie n'est qu'atténué. Il n'est qu'atténué car les conditions de mise en œuvre de l'action polienne, d'une part, et puis d'autre part, les conditions de nullité de la période suspecte peuvent limiter l'efficacité de ce dispositif. Alors, on va commencer par l'action polienne. Pour ce qui concerne l'action polienne, plusieurs des conditions d'exercice de celle-ci peuvent s'avérer assez délicates à réunir. On le sait, pour que l'action polienne puisse être effectuée, puisse être exercée, il est nécessaire d'établir un acte d'appauvrissement ayant créé ou aggravé l'insolvabilité du constituant. Le transfert de biens, sans contrepartie patrimoniale, constitue a priori un acte d'appauvrissement. A priori seulement, car certaines fiducies peuvent parfois constituer un paiement aux bénéficiaires, et comme cela se fait en matière de jeux en ligne. Dans ce cas, on le sait aussi, l'action polienne n'est pas reçue contre les paiements, sauf si on considère que la fiducie, dans ce cas-là, est un moyen anormal, un moyen inhabituel et donc frauduleux. Autre difficulté, il se peut aussi que la fiducie soit d'une durée relativement brève et que par conséquent, si la fiducie est d'une durée très brève et que le constituant en est également le bénéficiaire, son appauvrissement peut n'avoir été que traversé en quelque sorte, d'où la difficulté à y voir forcément un acte d'appauvrissement. Par ailleurs, il faut établir que la fiducie crée ou aggrave l'insolvabilité du constituant. Cette exigence, là encore, pourrait être parfois délicate à prouver. On peut donner l'exemple d'un constituant qui conserve dans son patrimoine des actifs suffisants mais hors de portée réelle. Par exemple, parce qu'ils sont situés à l'étranger. Et au contraire, il a placé dans le patrimoine fiduciaire les biens qui présentent un intérêt, c'est-à-dire ceux qui sont les plus aisément saisissables ou réalisables. Et dans ce cas, là encore, l'action pourra achoper sur la preuve de l'insolvabilité. Une autre difficulté, plus sérieuse encore à mon sens, concerne le fait que la fiducie a un caractère onéreux. Le fait qu'elle ait un caractère onéreux supposera de prouver la complicité frauduleuse du tiers acquéreur, c'est-à-dire la complicité du fiduciaire. Alors, pour prouver la complicité en matière d'action polienne, il faut établir la connaissance qu'avait le tiers du préjudice qu'il causait aux créanciers. Mais encore faut-il établir cette preuve. Et en cas de fiducie-gestion, il est raisonnable de penser que les fiduciaires, en tant que professionnels, refuseront une fiducie dès lors qu'ils sauront que celle-ci est de nature à causer un préjudice aux créanciers.
Et en cas de fiducie sûreté, on ne peut pas considérer que la seule volonté du fiduciaire créancier de se ménager un sort préférable aux autres créanciers soit également la preuve de sa conscience de nuire à ses semblables. Donc le renvoi au droit commun de l'action polienne n'est pas une garantie absolue, car il n'est pas certain que les créanciers pourront toujours la faire valoir utilement. Une autre illustration de la persistance des risques suscités par la fiducie, par le transfert fiduciaire pour les créanciers du constituant, une autre illustration concerne la période suspecte. D'abord, alors c'est un peu une lapalissade, mais il faut savoir que les nullités de la période suspecte ne s'appliquent pas avant la date de cessation des paiements. Je veux dire par là qu'on peut, avec raison, tenir pour suspecte la période qui précède la période suspecte. Car en effet, dès le seuil des difficultés, en cas de traitement amiable ou judiciaire, eh bien, un créancier peut exiger, s'il est influent, il peut exiger une fiducie afin de se réserver l'exclusivité de certains actifs, de se réserver ces bons morceaux qui vont être ainsi définitivement soustraits à une éventuelle procédure, diminuant le gage des autres créanciers et laissant l'entreprise exsangue, parfois amputée de ce qui avait encore de la valeur. Ensuite, il faut voir que les nullités de la période suspecte exceptent les fiducies constituées en garantie d'une dette concomitamment souscrite. Cette solution, qui est légitime sur le fond, est destinée à favoriser l'apport d'argent frais, ce qu'on appelle new money, cet argent qui vient dans une période où l'entreprise n'inspire plus confiance. N'inspire plus confiance et donc, grâce à la fiducie, grâce à l'exclusivité qu'elle confère, le débiteur a la possibilité de s'acheter un supplément de confiance, qui est acheté au prix fort, mais au moins cela permet de refinancer l'entreprise. Cet avantage est assez critiqué, puisque finalement le dernier créancier arrivé supplante ceux qui ont eu le tort de faire confiance un peu trop tôt. À mon sens, cette critique est excessive, du moins tant que l'avantage qui résulte de la fiducie est à hauteur de la prise de risque. Sinon, sous couvert de renflouer la trésorerie, on vide de vider de sa substance le patrimoine du débiteur si les actifs fiduciés sont d'une valeur supérieure au montant de la créance garantie. Et d'ailleurs, le Code de commerce, dans son article L650-1, prévoit une action contre ce risque à l'égard des créanciers qui ont commis une fraude ou dont les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. Et dans ce cas, les garanties peuvent être annulées ou réduites. Ce ne sont là que quelques risques pesant sur les créanciers. Comme le temps passe, je ne vais pas citer tous les risques, mais on voit en tous les cas que le dispositif légal n'est pas sans faille, il ne protège qu'imparfaitement les créanciers, et je vous propose de quitter maintenant le domaine de la fraude au droit des créanciers pour nous intéresser à celui de la fraude à la loi. Nul n'ignore le principe fraus omnia corrompit, c'est un principe bien connu, tout à fait vénérable, même si on a appris que frauder la loi pouvait parfois être une bonne chose. En tous les cas, la fraude à la loi, elle, consiste à mettre en œuvre un moyen efficace quelque peu anormal, certes, mais licite, afin de produire un résultat que l'application, ou au contraire l'inapplication d'une règle obligatoire, que celle-ci soit légale ou contractuelle, ne permet pas spontanément d'atteindre. Et sous cet angle, il faut bien le dire, la fiducie est très décevante. La fiducie est très décevante, on va le voir là encore en deux temps, on va souligner cette médiocre aptitude à la fraude de la fiducie, puis on verra dans un deuxième temps que c'est la faute aux fiduciaires, pour partie, car en S-fonction, c'est un empêcheur de fraude. La fiducie, en effet, montre une médiocre aptitude à la fraude
médiocre aptitude qui contraste beaucoup avec sa propension naturelle à frauder les droits des créanciers. Et les fraudeurs pouvaient légitimement en attendre beaucoup. Il s'agit d'une institution sans fonction assignée, avec des utilités à inventer et une quasi-totale liberté contractuelle, enfin une très grande liberté contractuelle. Ce caractère peu fraudogène de la fiducie tient, me semble-t-il, à la nature diminuée de la propriété qui en est l'objet. Alors, je me garde d'aborder le vif débat doctrinal concernant la propriété fiduciaire, mais j'évoque quand même une propriété diminuée, une propriété limitée, parce que c'est vrai que ce n'est pas une propriété ordinaire. Ça reste une propriété affectée et on n'y retrouve pas l'absoluité que lui dessine normalement l'article 544. Donc, vous aurez compris de quel côté mon cœur balance. Il en résulte en tous les cas, à mon sens, que la fiducie n'est pas un instrument commode de transfert de propriété. L'effet translatif de propriété au bénéficiaire n'est pas le cœur de l'institution. C'en est plutôt une conséquence nécessaire. Et d'ailleurs, l'interdiction de l'utiliser pour transférer la propriété à titre gratuit a renforcé encore ce caractère subalterne. Notre président de séance a justement écrit, je me permets de vous citer, que le contrat de fiducie est, par son économie, un contrat de service ou de garantie bien plus qu'un contrat d'échange de biens. Et il est vrai que la fiducie est avant tout une passeuse de propriété indirecte, différée par un passage dans un patrimoine d'affectation avant de rejoindre celui du bénéficiaire. Et ainsi, elle présente beaucoup moins de prise à la fraude que des contrats qui sont, eux, directement translatifs de propriété. Je pense à la vente ou à l'échange. La vente ou l'échange, notamment, offre des possibilités de fraude bien supérieures dans la mesure où il est possible de jouer sur aussi bien la réalité du transfert que sur la contrepartie reçue. C'est ainsi que la simulation frauduleuse, qui techniquement n'est rien d'autre qu'une violation dissimulée de la loi, cette simulation frauduleuse trouve un terrain propice avec, bien sûr, la vente et l'échange. Donc, d'une part, la fiducie n'est pas en soi un instrument commode de transfert de propriété, mais je pense aussi que sa mauvaise carrière frauduleuse vient de ce qu'elle n'est pas non plus un véhicule patrimonial autonome. Elle n'est pas un véhicule patrimonial autonome, je veux dire par là qu'elle ne permet pas la libre circulation des biens qui y sont affectés. Elle est largement supplantée pour cela par la personnalité morale, qui offre bien plus considérables possibilités de fraude. D'ailleurs, un rapide coup d'œil sur deux affaires de fraude célèbres permet de s'en convaincre et montre bien la supériorité de la technique sociétaire pour frauder. Une première affaire est l'affaire Caron, la célèbre affaire Caron de 1985, dans laquelle nous avions un appartement qui avait été apporté en nature à une société de droit étranger. Et cette opération permettait de transformer en meuble cet appartement et d'entraîner ainsi l'éviction de la règle de conflit successoral propre aux immeubles au profit de celle qui concernait les meubles. La fiducie, évidemment, dans un cas de figure pareil, aurait été totalement inapte à ameublir un immeuble. Donc, un point, on peut dire, pour la société. De même, la fiducie n'aurait-elle été d'aucune utilité dans la célèbre affaire Barilla, qui, elle, date de 1989. Et, pour rappel, il s'agissait d'une fraude au droit d'agrément. Dans l'affaire Barilla, la vente des actions soumises au droit d'agrément s'est d'abord opérée au profit d'une société déjà actionnaire, et ce faisant, en dispense d'agrément. Et cette société déjà actionnaire avait la particularité d'être possédée par le vendeur. Comme elle avait ensuite à l'intérieur de son patrimoine les biens qu'elle venait d'acheter,
eh bien, il a été commode de céder simplement les titres de cette dernière société, avec en quelque sorte dans le panier garni les titres de la société qui auraient normalement dû faire l'objet d'un agrément. Là encore, la conjonction de la vente et de la technique sociétaire permettent des possibilités que la fiducie est totalement incapable de produire. D'ailleurs, des possibilités qui ne sont pas simplement toujours frauduleuses. On peut aussi avoir des hypothèses d'habileté. On a le versant louable de cette opération avec l'affaire dite du Midi Libre. Donc on le voit, la fiducie a une médiocre aptitude à la fraude, mais un dernier mot concernant justement cette piètre carrière frauduleuse. Un dernier mot concernant le fiduciaire. Le fiduciaire est un empêcheur de fraude. En effet, le fait que la loi réserve la qualité de fiduciaire à des professionnels, et certains professionnels bien spécifiques, constitue un frein très puissant à la fraude. En effet, s'il s'agit d'une fiducie sûreté, quel intérêt le fiduciaire aurait-il à prêter la main à une fraude, c'est-à-dire à la fraude du constituant, et ainsi à mettre en danger sa propriété garantie? Alors évidemment, cela peut arriver s'il y trouve un intérêt par ailleurs, et il est possible que dans certaines hypothèses, le jeu en vaille la chandelle, mais ce sont des hypothèses marginales. Et d'une manière générale, surtout, il ne faut pas oublier que l'article 2026 du Code civil prévoit que le fiduciaire répond sur son patrimoine personnel des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission. Donc le fiduciaire ne manquera pas, en cas de manquement à sa mission par la participation à une fraude, de voir sa responsabilité personnelle engagée. Responsabilité personnelle engagée, contractuelle vis-à-vis du constituant, vis-à-vis du bénéficiaire si jamais il a accepté la fiducie, ou même vis-à-vis d'un tiers sur le fondement délictuel. Et si d'ailleurs la charge d'assurance ne suffisait pas à dissuader le fiduciaire de prêter la main à une fraude, il faut rappeler aussi que le Code des assurances prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Alors en définitive, il apparaît que les risques civils de la fiducie demeurent assez contenus. Elle reste un danger évident, mais à peu près encadrée pour les créanciers, et pour le reste, elle est assez peu douée pour la fraude. Alors on va se garder bien sûr d'en conclure qu'aucune fraude n'est envisageable, puisque ce serait faire injure à la mémoire de Giraudoux, pour lequel, on le sait, le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Et la fraude, comme l'eau d'ailleurs, trouve toujours sa pente. Et j'ai pour ma part quelques doutes sur le montage qui consiste à faire une cession à titre gratuit du contrat de fiducie, présenté comme habile, mais qui à mon sens est pleinement frauduleux. Au-delà de la fraude, peut-être finalement est-ce à elle-même que la fiducie fait courir des risques. Je finis juste sur ce point. Il y a, à mon sens, le risque d'être désormais peut-être une sûreté trop bien dotée, d'une efficacité qui rend jalouse, qui peut entraîner la jalousie de ses sœurs sûreté réelle, et cet excès, cette hubris pourrait peut-être être de nature à pousser un législateur égalisateur à la raboter un petit peu, à lui faire perdre un peu de sa superbe. Il y a là peut-être un risque législatif. Et puis, il y a ensuite le risque que la greffe ne prenne pas. Alors, évidemment, la greffe a pris dans un certain domaine, mais à mon sens, il y a beaucoup plus de possibilités pour la fiducie, et il serait bon de l'ouvrir donc à la libéralité, mais ça, je crois que nous sommes nombreux à être d'accord sur ce point-là, ce qui permettrait d'en démultiplier les possibilités, et notamment avec l'appui du notariat. Je pense qu'il y a là une force vive qu'on n'a pas suffisamment sollicitée pour démocratiser la fiducie. Et puis, dernier point que je souhaite souligner, il faut, à mon sens, que la fiducie suscite davantage de contentieux. Il faut des affaires, puisque la démocratisation de la fiducie suppose l'égide d'une jurisprudence nourrie qui va en sécuriser l'usage pour que davantage de praticiens puissent enfin oser s'emparer de cette belle institution. Je vous remercie.